Europe 1. Le journal de 7h30, Jean-Luc Boujon. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Et c'est la bonne nouvelle qui était espérée hier, ce qui est finalement tombé dans la soirée. Le gigantesque incendie de l'Aude a enfin été maîtrisé par les pompiers après 6 jours de lutte acharnée. Malgré de nouveaux départs de feu et des conditions météo difficiles, notamment le retour du vent, les soldats du feu sont parvenus à éteindre les flammes. Des pompiers qui restent mobilisés, 1300 d'entre eux sont toujours sur place. Ils continuent notamment les opérations de noyage de certaines zones, certaines lisières. Et alors que certaines routes restent coupées, les habitants continuent de découvrir l'étendue immense des dégâts autour de la commune de Saint-Laurent de la Cabreries. Reportage de notre envoyé spécial sur place, Stéphane Burgat. Au guidon de sa moto tout-terrain, Jean-Marc serpente entre les chemins de vigne dans la garrigue pour constater les dégâts. Oh là là, c'est incroyable. Oh non, oh non. Oh, la colline, elle est complètement cramée. Oh, tout ça, ça a été mangé. Il y a du matériel agricole qui a cramé là-bas, oui. C'est bien ce que je voyais quand on a été évacué. La désolation est totale. Là, on se rend compte, on est carrément dans le cœur de l'incendie. Ça s'étend à 80 km à la ronde. Ça fait très très mal parce que c'était nos coins, ça. Pinèdes et vignes, il y avait toute une végétation autour. Les pinèdes sont dévastées, les vignes ont également souffert. Le raisin est complètement cuit, on dirait presque un raisin de Corinthe. Là. Ça repartira peut-être pas. Même constat pour le maraîcher Tom Aguillana. C'est la fumée des cendres qui sont venues sur les fruits et légumes. Ils ont un goût de fumée, c'est pas possible de les manger. La moitié de la production et on pourra pas la ramasser. 3 tonnes de tomates, 6 ou 7 tonnes de melons. Et Stéphane, le patron d'un camping voisin, tente de sauver sa saison. De rappeler tous nos clients qui devraient arriver pour les rassurer comme quoi que le camping est intact et qu'on peut les accueillir dans de très bonnes conditions. Il y a eu des clients qui nous ont appelés. On a eu 2 ou 3 annulations. Qu'ils ont préféré ne pas venir nous voir parce qu'ils ont des enfants, ils ont de la route et ils ont peur que le feu redémarre. Et tout le monde ici jette un regard inquiet sur les bulletins météo avec le retour cette semaine des fortes chaleurs. Saint-Laurent de la Cabreries, Stéphane Burgat, Europe 1. Et c'est donc une nouvelle semaine très chaude qui s'annonce sur tout le pays. Les températures vont à certains endroits dépasser les 40 degrés, peut-être même 45 attendus dans le sud-ouest. 12 départements vont justement passer ce jour en vigilance rouge dans cette partie du pays, de la Charente à la Haute-Garonne, en passant par la Gironde, le Tarn ou l'Aude, justement, territoire vraiment pas épargné. 41 départements restent par ailleurs placés en vigilance orange, alors que cette vague de chaleur progresse vers le nord. Une chaleur qui s'accompagne également d'un phénomène de sécheresse de plus en plus marqué. Et la semaine qui vient ne va rien arranger. Les agriculteurs sont inquiets, notamment face aux restrictions d'eau. Illustration dans le Loiret, où depuis le mois de juin, des arrêtés préfectoraux imposent ces restrictions. Conséquence, des exploitants agricoles sont privés d'eau pendant 48 heures chaque semaine et ils déplorent des pertes. Reportage de Laura Legault chez un maraîcher du Loiret. On voit bien sur la tomate comme une pourriture, ça c'est un manque d'eau. Sous la serre de Sébastien Lecomte, maraîcher, des dizaines de tomates noircissent. C'est une conséquence des restrictions d'eau imposées par la préfecture du Loiret. Pour éviter ça, il faudrait que je puisse arroser 10 minutes toutes les 2 heures. Et je ne peux pas le faire, c'est à peu près 20% de perte. 20% de perte sur ses tomates et son maïs n'est pas non plus épargné. Sur votre droite, vous voyez mon dernier semis de maïs fait. Et là, sur la gauche, on a une parcelle nue où il n'y a pas de culture. Sébastien a renoncé à la plantation d'un champ de maïs à cause des restrictions d'eau, soit 10 000 € de manque à gagner. Il regrette une mauvaise gestion de la ressource par les autorités. On s'adapte, mais il faut aussi que la réglementation sache s'adapter. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de stocker l'eau quand elle est en excès comme l'hiver, pour pouvoir la redistribuer l'été quand on est en condition caniculaire. D'ici l'été prochain, l'agriculteur compte bien stocker l'eau lui-même. Il pense installer une réserve pour irriguer ses tomates toute l'année, sans contrainte. Coût de l'investissement, 30 000 €. Voilà, reportage dans le Loiret de Laura Legault. À l'Aidenon, près de Nîmes, un incendie s'est déclaré hier dans une usine de chlore, un site classé Céveso, ce qui a conduit la préfecture à confiner durant plusieurs heures une partie des riverains proches de l'usine. Un confinement levé en fin d'après-midi, l'incendie a été fixé par les pompiers. Les mesures de toxicité de l'air réalisées ont montré qu'il n'y avait aucun danger pour la population. Un important dégagement de vapeur chlorée avait été observé en début de journée. Dans l'affaire de ce maire agressé en Isère mercredi dernier, le suspect a été mis en examen hier et écroué. Un homme de 60 ans, habitant de la commune de Villeneuve-de-Marre, mis en examen hier soir donc pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Le maire du village, donc touché au bras et au thorax, est aujourd'hui hors de danger. L'agresseur aurait voulu, semble-t-il, régler par la manière forte un litige immobilier qui l'opposait à la mairie. Un homme décrit comme souffrant d'un syndrome de persécution. Écoutez les explications du procureur de la République de Grenoble, Étienne Manteau.
Lui explique, je le cite, « Je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est l'accumulation des choses qui m'a fait péter un plomb. Il y a eu une rupture dans mon esprit, c'est toujours ces mots. J'ai fait ça machinalement. Ça a été un enchaînement. J'étais victime d'une injustice. » Il évoque également une surveillance du maire, soit exercée directement, soit exercée par des administrés. Donc un vécu réellement persécutif, en justifiant son comportement par le fait qu'on l'avait, je le cite encore, poussé à bout. Le procureur de Grenoble au micro européen de Noémie Loisel. À Draguignan dans le Var, un enfant de 8 ans a été hospitalisé hier dans un état grave après avoir été poussé par sa sœur de 14 ans depuis le 3e étage de l'immeuble familial. Une adolescente qui a expliqué aux enquêteurs avoir entendu des voix l'incitant à pousser son petit frère dans le vide. Vous écoutez Europe 1 matin, il est à 6h36. Au Proche-Orient, Benyamin Netanyahou a donné des précisions hier sur son plan d'occupation de Gaza. Le Premier ministre israélien, qui doit faire face à de nombreuses oppositions, notamment parmi les pays européens et à l'ONU, a expliqué hier lors d'une conférence de presse que son plan en 5 points était le seul moyen de mettre un terme à la guerre et de libérer Gaza de l'organisation terroriste du Hamas. Il souhaite également de cette façon œuvrer pour la libération des derniers otages prisonniers du Hamas. Bonjour Frédéric Simon. Bonjour à tous. Le Premier ministre israélien a tenté hier de convaincre de la justesse de son projet, Frédéric. En effet, Benyamin Netanyahou a donné 2 conférences de presse hier. La première devant les représentants des médias étrangers, la seconde, quelques heures plus tard, était destinée au public israélien. Objectif pour le chef du gouvernement, tenter de clarifier ses intentions sur son projet controversé de prise de contrôle de la totalité de la bande de Gaza, projet critiqué par l'opposition, par la haute hiérarchie militaire et par les familles des otages qui craignent pour la vie de leurs proches. Projet dénoncé également par la communauté internationale, à l'exception notable de Donald Trump, avec qui Benyamin Netanyahou a d'ailleurs eu un entretien téléphonique hier dans la soirée. Pour le Premier ministre, la prise de contrôle militaire de l'ensemble du territoire gazaoui est le seul moyen d'obtenir la libération des otages et la fin de la guerre, car les conditions exigées par le Hamas dans le cadre des négociations indirectes n'étaient pas acceptables. À terme, il ne s'agit pas, a-t-il précisé, de garder la bande de Gaza sous souveraineté israélienne, mais d'en confier la gestion à une administration pacifique, Israël continuant par contre d'exercer le contrôle sécuritaire. Merci Frédéric. Frédéric Simon, correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv. Le sommet Trump-Poutine, c'est vendredi que les présidents américains et russes vont se rencontrer en Alaska, un tête-à-tête qui vise à trouver une issue pacifique au conflit qui oppose depuis 3 ans et demi la Russie à l'Ukraine. Justement, cette rencontre en tête-à-tête n'est pas du goût des pays européens qui font pression pour que le président ukrainien Volodymyr Zelensky soit présent en Alaska. Aucune résolution de ce conflit qui a lieu sur leur sol ne peut se faire sans les Ukrainiens, ont estimé plusieurs dirigeants européens, dont les présidents français et allemands. Petite lueur d'espoir, un ambassadeur américain auprès de l'OTAN estimait hier que la présence du dirigeant ukrainien à ce sommet pourrait être possible et que les demandes européennes et ukrainiennes pourraient être satisfaites. En Turquie, un séisme d'une magnitude de 6,1 a secoué hier l'ouest du pays. Un bilan provisoire fait état d'un mort et de 29 blessés. Toute autre chose maintenant, connaissez-vous le réseau social Chap ? Eh bien, c'est une toute nouvelle application de conception française à destination des agents de l'État, Jean-Luc. Oui, et c'est une petite révolution dans les couloirs de l'administration. À partir du 1er septembre, cette messagerie ultra sécurisée devra être utilisée par les fonctionnaires pour protéger toutes leurs communications sensibles. Et la consigne émane directement de Matignon, Jacques Serret. Au revoir WhatsApp ou Telegram. Bonjour Chap. Les agents publics ainsi que les membres des cabinets ministériels doivent migrer vers cette messagerie instantanée développée par l'État. Objectif, verrouiller les échanges sensibles face au risque de cyberattaques ou d'ingérences étrangères. Une consigne discrètement glissée au cœur de l'été dans une circulaire datée du 25 juillet. François Bayrou acte ce changement pour l'ensemble des ministères. Il est demandé de déployer largement Chap, écrit le Premier ministre, et ce, dès qu'il s'agit d'échanges avec les administrations de l'État, car les applications les plus utilisées aujourd'hui dans les administrations comme dans les cabinets ministériels sont le plus souvent étrangères, et certaines, comme WhatsApp, tombent sous le coup du Cloud Act américain qui autorise Washington à accéder aux données des entreprises, même hébergées en dehors des États-Unis. Avec Chap, tout reste en France, serveur français, chiffrement de bout en bout, validation par l'ANSSI, la cybersécurité tricolore. Chap compte déjà 300 000 utilisateurs dans la fonction publique. Il en reste plus de 5 millions à convaincre. Jacques Serret du service politique d'Europe 1.
Elles ont été envoyées juste avant le week-end. Les lettres de cadrage qui dessinent les futures pistes d'économie qui seront inscrites dans le projet de loi de finances à la rentrée ont été adressées aux syndicats par Matignon. Elles fixent l'objectif des négociations que le gouvernement demande aux partenaires sociaux d'ouvrir sur 2 sujets, assurance chômage et jours fériés. 2 sujets brûlants qui pourraient rendre la rentrée sociale explosive si l'on en croit les premières réactions des syndicats qui évoquent déjà 2 mobilisations à venir, le 1er septembre et surtout le 10 septembre. Allez, on termine ce journal en bande dessinée. Une bande dessinée sur l'incroyable histoire d'un braquage hors norme qui a réellement eu lieu au début des années 70, qui plus est dans les airs. Reportage de notre spécialiste maison, Sébastien Bordenave. La quarantaine élégante, les cheveux noirs, un costume noir, une chemise blanche. Nous sommes un 24 novembre 1971 et Dan Cooper embarque depuis Portland à bord d'un Boeing de la compagnie Northwest Orient Airlines. En plein vol, il menace une hôtesse de l'air de faire exploser l'appareil. Il exige que l'avion atterrisse, qu'on lui donne $200 000, que les passagers soient libérés, mais que l'équipage reste avec lui pour le redécollage. Le Boeing finit par repartir, puis Dan Cooper sautera en parachute avec l'argent, des petites coupures de $20, toutes photographiées au préalable sur microfilm par les services de renseignement américains. On ne retrouvera jamais le malfrat, une zone de 72 km² de forêt sera passée au peigne fin. Peine perdue, 50 ans plus tard, le FBI reconnaîtra avoir fait chou blanc. Après l'affaire, d'autres pirates du ciel vont tenter de l'imiter, mais sans succès. La BD Le Dernier Vol de Dan Cooper raconte tout ça, une BD aux allures de Mission Impossible, mais qui a réussi pour Dan Cooper. Sébastien Bordenave, Le Dernier Vol de Dan Cooper, donc une bande dessinée de Jean-Luc Cornette et Renaud Garetta, éditée chez Glénat. Merci Jean-Luc Boujon, votre journal.